Platon comme l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Il est l'un de ceux qui ont profondément marqué la philosophie, la logique et la science. La philosophie d'Aristote est comme un système dynamique de concepts en évolution. Aussi, Aristote fait plus confiance aux capacités perceptives des hommes que René Descartes. C'est peut-être pourquoi la démarche d'Aristote est à l'opposé de celle de Descartes. Alors que le philosophe français René Descartes débute sa réflexion philosophique par un doute méthodologique, Aristote, au contraire, il soutient que nos capacités de perception et de division et de cognition nous mettent en contact avec les caractéristiques du monde, qu'elles n'exigent donc pas un scepticisme constant. Ajoutons aussi que pour Aristote, ce sont les apparences et les choses étranges que nous percevons qui nous conduisent à penser à notre place dans l'univers et aussi à penser à la philosophie. Aussi, la pensée mise en évil pour Aristote, c'est que nous devons chercher les opinions des gens sérieux. Il ne s'agit pas de prendre les opinions crédibles comme des vérités, mais il s'agit de tester leur capacité de rendre compte de la réalité et aussi de tester leur véracité. Ajoutons aussi que pour Aristote, la philosophie vise ultimement la sagesse, le bien et la fin propre des êtres. La philosophie n'est pas séparée de l'agir, et chez lui, la connaissance est dirigée par le plaisir. Plaisir de comprendre, plaisir de savoir. À la fin, je veux dire que malgré tout, plus de 2300 ans après la mort d'Aristote, il reste l'un des hommes les plus influents que le monde ait connu. Oui. Il a travaillé sur presque tous les champs du savoir humain connu de son temps, et il a même contribué à ouvrir plusieurs autres. C'est peut-être pourquoi le philosophe connu Brian Mackey a dit qu'il est douteux qu'un être humain ait connu plus de choses que lui. Bien sûr, si je veux continuer de parler d'Aristote, c'est peut-être pourquoi je dois m'arrêter ici, mais à la fin, je veux dire que j'espère que nous pouvons apprendre quelque chose d'Aristote, parce que vraiment, il était un homme extraordinaire. Bien sûr, tu savais qu'il était le précepteur d'Alexandre le Grand. Vraiment? Oui. Alexandre le Grand avait comme précepteur Aristote. Il est l'homme extraordinaire. Très bien, bravo, bravo. Très jour. Donc moi je vais vous parler du philosophe Platon. Platon. Avant de rencontrer Socrate, Platon étudiait les lettres, la musique, la gymnastique et les mathématiques. Il idolâtrait Socrate et fut très affecté par sa mort injuste. En effet, le grand philosophe fut mis en scène dans tous ses dialogues et dans tous ses écrits. Pour bâtir sa propre théorie, la théorie platonicienne des idées, il s'inspira de celle d'autres grands philosophes, notamment Socrate, qui avait dit que l'homme doit se libérer de ses sens et utiliser son intellect pour parvenir à des concepts universels qui sont les idées. Et de Pythagore, qui avait dit que l'âme est emprisonnée dans le corps et elle est capable d'émigrer d'un corps à l'autre. C'est pour cela que toutes les connaissances et tous les principes ne sont que réminiscences de ce que l'on connaît déjà. Oui. Tu comprends ce que c'est que réminiscence? Oui, ça veut dire qu'on se rappelle. Parfait. Tout est en nous et on se rappelle. Oui, exactement. Ensuite, il utilisa la méthode de la dialectique pour raisonner, car il trouvait que c'était un moyen de se libérer des connaissances sensibles et d'arriver aux idées qui représentaient pour lui la réalité absolue dans notre monde. Il a divisé l'âme en trois parties. Oui. Premièrement, le désir sensible et l'appétit qui se trouvent dans le ventre, Oui. la tête qui comporte la rationalité et les idées, et le cœur qui peut ressembler à la première ou à la deuxième partie selon l'éducation de la personne. Tout à fait. À cause de l'absence de la démocratie, il était très désappointé, il voyagea énormément pour tenter de convaincre les peuples de la rechercher et de refuter les principes de tyrannie et d'obéissance aveugle au pouvoir qui gouverne. De retour à Athènes, il bâtit une école de philosophie, l'académie, et éduque ses disciples au moyen de la dialectique. Aristote était parmi ses élèves les plus démarqués. Il trouvait que la justice était l'ordre qui maintient chaque partie à sa place et dans sa fonction. Il a divisé la vie de l'homme en trois genres. Premièrement, l'homme qui aime et qui porte l'appétit des biens matériels pour combler ses désirs physiques, et il l'a nommé l'ami des richesses et du gain. Voilà. Deuxièmement, c'est l'homme qui se laisse emporter par sa colère et qui cède facilement. C'est l'ami de la victoire et de l'honneur et de la victoire.
Oui. Et finalement, l'homme sage qui réfléchit raisonnablement. Et c'est l'ami de la sagesse et du gars. Parfait. Merci. Très bien, très très bien. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je vais parler de Socrate. Oui. Il était un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'un des inventeurs de la philosophie morale et politique. Socrate n'a laissé aucun écrit, mais sa pensée et réputation se sont transmises par les témoignages indirects. Ses disciples Platon et Xénophon ont notablement œuvré à maintenir l'image de leur maître, qui est mise en scène dans leurs œuvres respectives. Déjà renommé de son vivant, Socrate est devenu l'un des penseurs les plus illustres de l'histoire de la philosophie. Avant Socrate, il existait des individus réputés pour être sages, mais Socrate est le premier philosophe comme le définit Platon dans le Banquet, c'est-à-dire celui qui est non sage mais qui désire la sagesse. Sachant qu'il ne sait rien, mais il provoque chez les autres le bouleversement de soi-même d'une façon irrationnelle. Cette question se remise en question de l'individualité se trouve dépassée dans le dialogue entre un individu et un autre, dialogue fondé sur la raison pour atteindre l'universalité. Par la suite, pour les écoles philosophiques de l'Antiquité, Jette un coup d'œil. La figure du sage avant tout un idéal. Le cosmopolitisme a comme définition que c'est le mélange de plusieurs identités et le sentiment d'être citoyen du monde au-delà des nations sans être arrivé à l'une d'elles. L'idée de cosmopolitisme est attribuée à Socrate, pour qui l'idée de partie étrangère, même si Socrate a gardé toujours une tendresse pour sa ville natale. Sa coordination à mort et sa présence très fréquente dans les dialogues de Platon ont contribué à faire de lui une icône philosophique majeure. La figure de Socrate a été reprise, discutée et réinterprétée jusqu'à l'époque contemporaine. Ainsi Socrate est célèbre au-delà de la sphère philosophique et son personnage entouré de légendes. Très bien. Non, je voudrais retourner cette photographie-là. Vous savez, c'est quoi au juste? Oui. C'était quoi cette scène-là? Je pense que quand ils lui ont donné le poison, oui, il a tué Socrate. Ils lui ont donné à boire du poison. Oui. Et c'était injuste parce qu'ils n'avaient rien fait et ils l'ont condamné en disant qu'il pervertit les jeunes. Alors ils lui ont donné, il n'a pas voulu se défendre. Mais là, alors, c'était les dernières minutes de sa vie. Tous ses disciples étaient autour de lui. Vous voyez Platon, son disciple préféré, il n'arrivait pas à le regarder. Il était là, tout triste. Et lui, en faisant ça avec le doigt, c'est quoi? Nous n'avons qu'un seul Dieu. Alors ça, c'était la dernière scène de la vie de Socrate. Merci, madame. Merci à vous, c'était très intéressant. J'étais une fois en cours ici. Oui, j'ai expliqué comment l'échafaudage, comment
son dos en pignon, le plafond. La voûte fut peinte en 2 temps à cause de la grande échafaudage que Michel-Ange avait lui-même conçu, qui lui permettait de travailler sur la moitié de la surface. Il commença par la lampe qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée. Bravo. La présence séparation de la lumière et des ténèbres, création des astres des plantes, séparation de la terre et des eaux dominée par la présence de Dieu, créateur de l'univers, sont suivis de la création d'Adam, la création d'Ève. La création d'Ève, où l'homme et la femme apparaissent dans leur nudité, symbole de l'innocence, et l'expulsion du paradis terrestre, les 3 derniers presque, les sacrifices de Noé, choisis par Dieu comme le seul homme destiné à être sauvé, pour la terre, après que Dieu ait décidé de détruire tous les êtres vivants à cause de la méchanceté humaine. Il faut ajouter à ce système symbolique la longue série des ancêtres du Christ, les triangles de la voûte et les fenêtres qui encadrent la partie supérieure des fenêtres. Merci. Bravo. Bonjour. Maintenant, on va vous présenter Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, né à Vinci 1452, est un peintre florentin étalon d'esprit universel. À la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, musicien et philosophe. Le chef-d'œuvre de Vinci est la Joconde au portrait de Mona Lisa. C'est une peinture à l'huile sur panneau de bois de peuplier de 77 à 53 cm. Est exposée au musée du Louvre à Paris. La Joconde est l'un des rares tableaux attribués d'une façon certaine à Léonard de Vinci. La Joconde est devenue un tableau célèbre car, depuis sa réalisation, nombre d'artistes l'ont prise comme référence. Ce chef-d'œuvre constitue en effet l'aboutissement des recherches du XVIIe siècle sur la représentation d'un portrait. La Joconde est une représentation d'un visage féminin le plus célèbre au monde. Elle est devenue l'objet d'art le plus visité au monde. Merci. Très bien. Très bien. Et vous savez où se trouve la Joconde en France, du Louvre parfait. Bonjour madame. Bonjour. Van Gogh. Moi je vais maintenant parler de Van Gogh. Il est un artiste non reconnu et incompris de son vivant. Et il est l'un des plus grands peintres du XIe siècle. Hésitant un temps entre la vocation artistique et religieuse, il a choisi de se consacrer à la peinture. Son style très coloré se caractérise par une vitalité et une tension particulières qui n'ont pas fini de marquer les esprits. Il a beaucoup travaillé pour perfectionner son dessin et sa peinture, notamment en se basant sur des livres et des manuels. Et aussi, il a copié toutes les pages du livre de dessin de Charles Bart. Sa peinture était le fruit d'un travail lent, méticuleux et acharné. Il était sensible et attentif à l'environnement artistique de la fin du XIe siècle. Il s'est inspiré des maîtres hollandais du XVIIe siècle. Ces tableaux témoignent l'expérience de la vie quotidienne et ce peintre porte la marque de sa personnalité tourmentée et instable. Il a notamment réalisé aussi Les Mangeurs de pommes de terre, La chambre de Van Gogh à Halle de Tournesol, Il a mis étoilé et autoportrait à l'oreille bombée. Les Mangeurs de pommes de terre et aussi La chambre de Van Gogh à Halle de Tournesol. Et l'autoportrait à l'oreille bandée et la nuit étoilée. Très bien. Bravo.